Bonjour, Marie-Pierre Cloutier. Bienvenue à l'émission Votre député vous parle en compagnie du député de Drummond-Bois-Franc, Sébastien Schneeberger. Bonjour. Bonjour, bonjour. Monsieur Schneeberger, on va revenir sur cette dernière année pour le moins houleuse. On va parler également de votre nouveau rôle depuis la récente campagne électorale de président de commission. Et en deuxième bloc d'émission, on aura la chance de s'entretenir avec un organisme de votre circonscription, le Carrefour Jeunesse Emploi Warwick. Oui. Alors, je le disais d'entrée de jeu, une année pour le moins houleuse pour la coalition Avenir Québec, des décisions qui ont mal passé, qui ont soulevé des passions, de la contestation au sein de la population. Comment vous le recevez sur le terrain? Ben, moi, généralement, sur le terrain, ça va quand même très bien. C'est sûr que j'entends les critiques et autres. En même temps, il faut toujours relativiser les faits. C'est-à-dire, souvent, là, on était dans une passe au niveau qu'il y avait des négociations. Fait que c'est sûr, c'est très, très médiatisé. Chaque petit dossier, des fois, prend de l'ampleur qu'autrement, il aurait passé comme normal. Alors, c'est sûr qu'à ce niveau-là, des fois, c'est plus complexe. C'est sûr qu'en même temps, on fait face à la critique. Si on regarde les chroniqueurs et autres, c'est sûr qu'eux sont pas là pour nous flatter dans le dos. Ils sont là pour faire des critiques et autres. C'est normal, c'est les médias d'aujourd'hui. Par contre, il faut jamais perdre le fil. Il faut toujours dire c'était quoi nos visions, nos buts. Puis généralement, actuellement, depuis 2018, là, dans l'ensemble, on a fait qu'est-ce qu'on avait dit. Est-ce qu'on a tout fait? Non. Mais des fois, il y a une question de temps. Des fois, il y a des enjeux aussi qui changent. En 2018, là, personne n'avait vu venir la COVID. Alors, il a fallu revoir les choses. Alors là, on a mis des choses en place à la dernière minute pour justement arriver à essayer de faire en sorte que les impacts soient le plus modérés possible. Puis aujourd'hui, ben, on vit encore avec des séquelles de ça. C'est pas tout réglé. Mais bon, dans l'ensemble, c'est revenu bien. Maintenant, il y a des dossiers qui ont fait couler beaucoup d'encre. Et puis, il faut l'expliquer. Quand j'ai le temps de l'expliquer comme il faut à la population, aux citoyens que je croise, finalement, il dit, finalement, oui, c'est correct, c'est bon. Mais c'est sûr que les enjeux, quand tu n'es pas au courant de toutes les données, c'est sûr que si c'est juste au courant d'une partie, c'est sûr que ta vision peut être autre chose. Mais parlons-en justement de ces annonces, ces décisions qui n'ont pas fait l'unanimité. La subvention aux Kings dans un contexte de négociation, ça a mal passé, ça, vous l'avez senti? Oui, c'est sûr que ça c'est pas des points qui ont bien passé. Maintenant, mais encore là, on parlait de 1,5, 3, 5 millions, dépendamment dans le fond, c'est quoi l'entente? C'est que nous, on était prêts à faire en sorte que les billets coûtent pas cher. Pour quelle raison? Pour que justement il y ait vraiment des personnes dans l'amphithéâtre. Parce que si tu organises, le but c'est ça, c'est d'attirer du monde pour dire, regarde, on veut une équipe de hockey. Alors le but c'est d'avoir des billets pas trop chers pour faire venir monsieur, madame, tout le monde. C'est pas tout le monde qui va payer 300 pièces pour aller voir une game de hockey. Alors nous, c'était le but d'aller faire ça. Dans un contexte de négociation, c'est sûr que on parle de 5 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais en même temps, on a une aréna à Québec qui a coûté 400 millions aux contribuables. Il faut que je le rappelle, là, c'est quand même 400 millions qui a été donné. C'est des décisions qui ont été prises dans des gouvernements précédents. Mais qu'une aréna vide, là, faut que tu la payes pareil. Alors, de toute façon, même si on ne le met pas 5 millions, on va le payer d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il faut payer l'aréna qui est là, qui est vide, qui fait pas ses frais. Et c'est pour ça qu'on le fait, pour avoir une équipe de hockey. Alors, dans ce contexte-là, 5 millions, ça paraît beaucoup. Mais beaucoup, surtout quand on compare à ce qui se fait ailleurs. Là. C'est pas tout le monde qui a eu à mettre le même incitatif pour les avoir non plus. Exact. En tout cas, là, c'est sûr, c'est pas moi qui ai négocié, là, c'est pas moi qui étais à cette table-là, mais par contre, ce que je dis, c'est souvent, on a fait des parallèles avec, pendant les négociations avec l'État, mais il faut que je le rappelle, là, les négociations avec l'État, on parle de milliards récurrents. Je veux dire que c'est des milliards à chaque année. On parle d'un milliard, il faut le rappeler. C'est 1 milliard, c'est 1000 millions. Alors, si on met 5 milliards sur la table, c'est 5000 millions qu'on met sur la table. Et là, on parlait d'un dossier unique, une fois de 5 millions. Fait que c'est des années-lumière des différences, là. Mais, malheureusement, souvent, on fait pas la différence des choses. Puis, dans un État, 5 millions pour l'État québécois, oui, c'est beaucoup d'argent. Monsieur, madame, tout le monde, c'est énormément d'argent. Pour l'État du Québec,
des fois, je le sais, moi-même, des fois, on gratte pour avoir 50 000 $ pour un organisme ou autre, c'est que je peux faire la différence, mais encore là, il faut revenir au global. C'est que de toute façon, si on le met pas maintenant, si on fait pas d'efforts, l'aréna, il faut la payer année après année. Vous parliez d'entrée de jeu qu'il fallait quand même rester sur des faits, ne pas trop se démotiver par moment quand on voit là, des défis auxquels vous avez fait face au sein de la Coalition Avenir Québec. Quand on regarde les sondages, puis le son de cloche que vous avez sur le terrain, est-ce qu'on a une perte de motivation comme élu ou au contraire, on tient le fort? Non, ben, bien sûr qu'on aime toujours ça, être en haut des premiers sondages, c'est normal. Là. Tout le monde veut avoir la meilleure note. Moi, j'ai fait 3 campagnes électorales où ce qu'on nous disait qu'on était perdant. On a commencé les sondages à 15%, et puis on a fini par gagner. Alors, aujourd'hui, si on me met à 30%, je trouve que je suis déjà au double des points que j'avais. Fait que oui, il faut prendre ça sérieusement. C'est un bel avertissement que les citoyens nous donnent, mais encore là, comme je dis, quand on l'explique aux gens, quand on explique les situations, je suis pas gêné de ce qu'on fait. Est-ce que vous sentez que le message est perturbé, justement, quand vous allez à la rencontre de vos électeurs? Non, moi j'ai fait beaucoup de soupers de FADOC pendant le temps des fêtes puis ça, puis bon, des gens nous questionnent, mais ça c'est normal. Puis c'est pour ça qu'on fait beaucoup de terrain. Moi je fais beaucoup de terrain pour avoir le pouls des gens. Et puis bon, je suis toujours très apprécié personnellement. Puis en même temps, ben au gouvernement, ben on prend les décisions parce qu'on a les décisions à mettre en place. Quand on est dans l'opposition, on peut toujours faire les critiques. Ça, amener vraiment des solutions, parce que même si on a la solution, on ne la dira pas. C'est normal. Mais là, dans ce cas-ci, ben nous, on met il faut avoir des solutions, puis aller de l'avant. Puis des fois, c'est pas toujours évident, mais c'est comme ça, c'est pas des décisions. Si c'était facile, là, ben tous les gouvernements resteraient éternels. En réaction ou pas à ce signal perturbé ou pas, c'est là ce qu'on vous dit, là, il y a eu quand même des changements importants à l'échelle locale, dans votre circonscription, entre autres au niveau des organismes communautaires. Oui. En quoi ça consiste exactement? Bien, premièrement, il y a quand même des changements avec les années, surtout au niveau du communautaire. C'est que maintenant, on est avec, on a mis l'approche avec le financement par, avant ça, on était beaucoup au financement par projet. Mais maintenant, on est vraiment au financement pour l'organisme avec sa vocation. Financement à la vocation. Et ça fait en sorte qu'il va y avoir moins de dédoublement parce que souvent, quand il y avait des projets ou autres, ben souvent les organismes, ils allaient pour aller chercher du financement, ils mettaient en place un projet et autres. Et puis, ça crée des fois des tendances à créer des doublements. Et puis maintenant, justement, financement à la vocation, c'est beaucoup plus serein, aussi plus durable. C'est-à-dire que l'organisme, il sait ce qu'il a à faire exactement et c'est ça son but. Voilà. Vous êtes, depuis la dernière campagne électorale, président de commission. Ça fait quoi, ça, un président de commission quotidiennement? Oui, alors pour les gens, comme on dit, ça mange quoi en hiver? Ça ressemble à ça. Alors, les présidents de commission, dans le fond, c'est que c'est ça que je trouve, ça me fait toujours un petit peu rire, c'est que la période de questions, tout le monde regarde ça, c'est qu'est-ce qui est le plus filmé au niveau des médias. Pourtant, pour moi, comme député au niveau du gouvernement, je ne devrais pas dire ça, mais c'est presque ma pause. Parce que de notre côté, ben, c'est les ministres qui répondent. Nous, notre travail, c'est vraiment après la période de questions ou avant, dépendamment de l'heure de la journée de la période de questions. C'est là vraiment que les travaux se font au niveau des projets de loi, des réglementations. C'est là que les députés, c'est vrai, le réel travail à l'Assemblée nationale. Et ça, malheureusement, souvent, ce n'est pas assez filmé au mis de l'avant et je trouve ça déplorable parce que souvent, les heures qu'on fait, il y a des périodes dans l'année où on finit à 10h, 10h30 le soir, des fois à 9h30, des fois, on finit à 7h, mais ça fait des bonnes journées, mais c'est vraiment là que le travail du législateur se fait, c'est-à-dire en tant que député, c'est-à-dire de prendre les articles après articles au niveau de chaque projet de loi qui est amené sur la table. Et puis moi, comme président de commission, mais je gère la commission qui est l'aménagement du territoire, c'est-à-dire tous les projets de loi, la loi 31, la loi 39 qu'on a fait au niveau municipal. Alors, tout ce qui est d'ordre municipal, tout ce qui est d'ordre aussi sportif,
Alors, c'est à ma commission que c'est amené. Et puis moi, comme président, ben c'est moi qui gère la commission, qui est dans le fond, qui maintient l'ordre un peu au niveau de la commission. Voilà. Vous avez parlé du projet, en fait, de la loi 39 qui va donner plus de responsabilités, plus d'autonomie plutôt aux municipalités. Est-ce que ça va leur donner indirectement des responsabilités supplémentaires, justement? Oui, ben il y a les municipalités, les deux ordres, ce qu'on appelle la FQM ou l'UMQ, depuis des années, nous demandaient d'avoir une plus grande autonomie. Alors, c'est déjà une avancée avec la loi 39. C'est sûr qu'au niveau de la loi 39, il y avait aussi l'entente financière de 1,3 milliard qui a été à l'intérieur de la loi, mais aussi, surtout, ça donne de nouvelles responsabilités au niveau des municipalités, mais aussi, en ayant des responsabilités nouvelles, ça leur donne aussi une autonomie, plus grande autonomie. Alors, c'est sûr que le pouvoir vient avec responsabilité. Mais en sorte, c'était les demandes qui nous étaient demandées. Alors, nous, on a fait en sorte d'arriver à ces demandes-là dans le meilleur des mondes. Il y a des gens qui disent ça va trop loin, d'autres pas assez. Ben bon, c'est sûr que c'est jamais unanime. Hein? On peut jamais être... Mais surtout dans le contexte actuel où on voit beaucoup d'élus municipaux, justement, qui quittent le navire. Est-ce que le fait d'ajouter des responsabilités supplémentaires, vous craignez que ça ajoute de la pression? Ben, peut-être. Maintenant, moi, ce que je vois actuellement, puis c'est pas nouveau, c'est vraiment premièrement, bon, au niveau municipal, on le voit aussi au niveau provincial, au niveau fédéral, on dirait que, bon, au niveau municipal, c'est l'approche beaucoup plus directe avec les citoyens, malgré que c'est ce qui est beaucoup véhiculé, malgré que nous, comme députés, on a aussi des bureaux de comté. Il y en a 125 au Québec et plus, parce qu'il y en a qui ont plusieurs comme moi qui a un autre bureau. Mais c'est sûr que la capacité du citoyen à venir nous voir, mon bureau est ouvert à tous les jours de semaine, alors la proximité, elle est grande aussi. Maintenant, ce qui se passe au niveau des médias, je pense que là, il y a vraiment à revoir. C'est beaucoup plus facile, je pense, pour des gens, malheureusement, de dire, je vais appeler ça des sottises par écrit, que le dire dans le visage. Mais aussi, il faut vérifier, c'est le lien entre les élus. Moi, je vois beaucoup maintenant, des fois, un manque de civisme entre élus. Et ça, il faut le reprocher aussi. C'est pas juste avec le citoyen, c'est entre élus souvent que ça se passe. Absolument, il faut l'adresser. En rafale, des enjeux importants à venir dans votre comté, entre autres les éoliennes, les places en garderie. On se positionne où en ce moment dans ces dossiers-là? Moi, c'est un dossier au niveau des éoliennes qui a avancé beaucoup. Alors, il y a un projet de loi Boralex qui a été accepté ici de la MRC d'Arthabasca. Chaque municipalité s'est prononcée. Fait que je pense que là-dessus, le travail s'est bien fait. Et puis bon, j'ai l'hôpital à Drummondville. Et puis toujours mes petits dossiers, là, comme les places en garderie et autres, mais on a déjà une bonne avancée là-dessus. Alors, c'est des travaux, on continue, puis on lâche pas. Bien, merci beaucoup. Merci de votre participation. Merci de votre temps. Et on se retrouve dans quelques instants en compagnie des gens d'un organisme de votre circonscription, les gens du Carrefour Jeunesse Emploi de Warwick qui se joindront à nous dans quelques instants. On amorce ce deuxième bloc de l'émission en compagnie des responsables du Carrefour Jeunesse Emploi de Warwick. Bonjour, Mme Lescaut, Mme Saint-Hilaire. Bonjour. Merci de vous rendre disponible aujourd'hui, d'être parmi nous pour nous parler des services que vous offrez. Parlez-nous un peu de votre expérience terrain et de la mission comme telle du Carrefour Jeunesse Emploi Warwick. Parfait. Bien, merci de nous recevoir ce matin. C'est vraiment apprécié. Moi, c'est Jade Lescaut. Je suis directrice adjointe du Carrefour Jeunesse Emploi des comtés de Richmond et Drummond-Bois-Franc. Pour la petite histoire, dans le fond, notre Carrefour Jeunesse Emploi a été fondé en 1997 dans la région des Sources pour ensuite être déployé à Richmond et Warwick. Pour le secteur de Warwick, en fait, on dessert quand même un vaste territoire en passant de Ham-Nord jusqu'à Saint-Félix-de-Kingsey, en passant par Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on dessert Warwick et région, en fait, avec notre offre de services. Le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est quoi? C'est un organisme à but non lucratif qui dessert qui offre des services gratuits pour les jeunes de 14 à 35 ans. Donc, comme vous pouvez voir, là, la jeunesse est assez lousse au Carrefour. Là, ça va jusqu'aux jeunes adultes. Fait qu'on assure une transition puis ce qu'on appelle un parcours tout au long de la jeunesse. Fait qu'en passant des étudiants, des jeunes qui vont dans des projets postsecondaires jusqu'à des travailleurs de la réorientation, du choix de carrière, notre offre de service est vraiment diversifiée. On est plus que des faiseurs de CV.
Ça passe par une gamme de services qu'on pourra aborder tout au long de l'entrevue. Donc, j'aimerais vous présenter ma collègue, Guylaine. Oui, bien bonjour, moi c'est Guylaine Saint-Hilaire. Je suis au Carrefour depuis une quinzaine d'années, donc toujours au point de service de Warwick, fait que j'ai vu l'évolution aussi à travers la pandémie, le marché de l'emploi qui a bougé beaucoup en 15 ans. Donc, c'est ça. Moi, je suis beaucoup au niveau des services terrain, donc aide à la recherche d'emploi, entrevue, mais également tout ce qui est aussi aider à des obstacles qui pourraient nuire également à l'intégration d'un emploi. Donc, ça peut être quelqu'un qui a une problématique de transport pour se déplacer, quelqu'un qui n'a pas de garderie, quelqu'un qui vit des difficultés dans sa vie personnelle qui sont assez importants, qui pourraient impacter également son retour au travail ou son maintien en emploi. Donc, à ce moment-là, je vais travailler avec cette personne-là pour améliorer sa situation, pour lui permettre, dans le fond, que l'expérience, après ça, se passe bien. J'ai une collègue également qui est plus au niveau du clarification de choix de carrière. Fait que notre clientèle de 20-35 ans, on voit une recrudescence de gens qui se remettent en question leur premier choix d'études, donc, et qui souhaitent regarder si c'est encore ça qu'ils souhaitent faire ou se réorienter, aller vers autre chose. On l'entend un peu dans les études qui disent que la génération actuelle va peut-être faire 2, 3, 4 choix de carrière à travers leur vie. Et on le voit concrètement, là, les gens, après un certain temps, ont l'impression d'avoir fait le tour, fait qu'ils veulent aller vers autre chose. Tout ce qui est maintien en emploi aussi, fait que des fois, les gens ont une facilité à trouver un emploi parce que le marché est quand même facilitant pour l'instant, mais ils ont des lacunes qui fait que l'employeur, des fois, va dire il est bon, mais il y a un mais. Bon, ben à ce moment-là, on va travailler le mais justement pour amener cet employé-là à maintenir son emploi, à le garder, soit au niveau des attitudes ou encore là, des problématiques qui fait que dans sa vie personnelle, fait que ça a un impact au travail et qu'il pourrait être à risque de perdre son emploi. Vous parlez beaucoup de la différence avec la génération X versus Y, là. Est-ce que c'est aussi marqué cette ambiguïté-là quand ils amorcent leur parcours professionnel ou au contraire, ils savent où ils veulent, mais c'est en cours de route finalement qu'ils vont peut-être davantage bifurquer parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, ils ont un monde de possibilités là, avec les technologies qu'on n'avait peut-être pas nécessairement à l'époque. C'est sûr que nos plus jeunes, puisqu'ils ont accès aux services d'orientation à l'école, on ne veut pas dédoubler le service. Mais on le voit quand même, là, des jeunes qui vont venir cogner à notre porte qui hésitent ou ont des questionnements, là. Mais c'est sûr qu'il y a un gros volet de notre jeunesse. Dans le fond, déjà des services via l'école. Fait qu'à ce moment-là, c'est pour ça qu'on se ramasse plus avec la clientèle jeune adulte qui n'a plus accès à ce service-là dans un cadre scolaire. Mais c'est vrai qu'ils ont accès à une multitude de choix. Hein. Tu sais, avant, c'était plus comme, mettons, le rôle du conseiller d'orientation, c'était beaucoup aider le jeune à explorer les possibilités. Maintenant, ils ont comme accès à beaucoup de possibilités. Fait que nous, c'est de les aider avec l'entonnoir, avec la connaissance de soi. Fait que oui, il existe tout ce monde de possibilités-là, mais toi, quels sont tes intérêts, tes non-intérêts? C'est pour ça qu'on passe aussi beaucoup par l'expérientiel au Carrefour, faire vivre des expériences. Parce qu'on le fait, là, en counseling d'employabilité, parler de nos intérêts, mais il n'y a rien comme les vivre, là. Fait que, tu sais, d'être dans l'action puis de confirmer des intérêts, des non-intérêts, ça aide à diminuer un peu l'ambivalence vocationnelle. J'imagine qu'il frappe quand même à votre porte l'été, entre autres pour les emplois estivaux. Récemment, on se demandait toujours où était la jeunesse avec des affiches « Nous recrutons un peu partout ». Est-ce que les gens sont si nombreux à se tourner vers vous avec le contexte de pénurie de main-d'œuvre actuelle? Bien, quand même, parce que je te dirais qu'ils cognent à notre porte pour avoir les outils. Connaître le marché, savoir où ils peuvent aller postuler, mais c'est un fait que ceux qui ont quand même je dirais un bon bagage vont se trouver quand même rapidement un emploi. Par contre, on a aussi à l'inverse, c'est comme un fossé qui s'est creusé que nos travailleurs qui ont déjà un bon savoir-être, des bonnes compétences, rapidement vont intégrer le marché du travail, un coup qui savent les bonnes portes, qui ont les bons outils. Mais on a aussi ceux qui sont vraiment plus éloignés du marché du travail, soit au niveau académique, qui ont eu des retards importants, ou qu'au niveau du savoir-être, il y a vraiment des choses à travailler, qui, eux, là, présentement, on le voit que le marché du travail devient plus réfractaire, qui ont plus de difficultés à se placer. Fait qu'à ce moment-là, ben, on travaille avec eux, là.
Oui. Mais on est beaucoup dans la personnalité aussi, je pense, aujourd'hui. Hein. Des fois, on va au restaurant ou comme ça. Des fois, on voit que le service, en des places, c'était plus dur parce que justement, on manque de personnel. Oui. Mais en même temps, des fois, on voit des jeunes qui arrivent 14, 15, 16 ans, puis il y a une belle personnalité, il y a l'autre genre. Fait que tu dis, ouais, OK, moi, je l'engagerai chez nous. Oui. Alors ça, c'est important. C'est un message que je peux faire aux jeunes. Là. La personnalité en fait pour beaucoup. Et puis, c'est sûr que des fois, quand on est jeune, je sais, moi, je parle pour moi, j'étais très gêné à l'époque. Alors, des fois, d'aller en avant, c'est pas évident. Mais je pense que travailler, ceux qui ont une gêne, de commencer un travail, je pense que des fois, ça ouvre des portes, puis ça fait éclore des fois notre personnalité qu'on n'a pas eu l'occasion de démontrer Oui, à d'autres personnes. Moi, une chose que j'ai remarqué avec la clientèle jeunesse d'aujourd'hui, c'est qu'il faut un peu les donner une petite tape dans le dos pour qu'ils sortent de leur zone de confort. Parce que parfois, tu sais, aujourd'hui, avec le temps passé sur les écrans, l'image projetée versus l'image réelle, des fois, ça devient plus facile de rester à la maison, d'être sur les réseaux sociaux. Tu sais, même pour certains jeunes, juste de faire un appel téléphonique, c'est rendu anxiogène. Tu sais, fait que là, on les accompagne pour essayer de rapidement, parce que là, quand ils sont jeunes, ils sont malléables encore, qu'on essaie de les pousser pour les sortir de leur zone de confort, pour pas qu'ils se cristallisent trop dans leur anxiété, leur stress face au monde du marché du travail. Et entre autres, on a le programme Trio étudiants des jardins pour l'emploi durant l'été qui, grâce à nos bailleurs de fonds qui sont les caisses des jardins et les municipalités participantes, nous permet d'aider tout étudiant qui se cherche un emploi, donc soit un emploi régulier étudiant ou justement les personnes, comme tu parlais, des fois plus gênées un peu ou qui souhaitent vivre une première expérience mais qui disent, ben j'ai encore envie de profiter de mon été aussi, là, j'ai juste 14 ans, fait que je suis pas prêt à travailler 40 heures semaine. Ben ils peuvent faire un stage de 80 heures dans un organisme en but lucratif de leur municipalité. Et en échange, dans le fond, à la fin de l'été, ils ont une bourse de 800 $. Mais ce stage-là, justement, le jeune est encadré pendant ces 80 heures-là. La ressource qu'il reçoit est conscient que ce jeune-là est là pour apprendre. Fait qu'il a le droit à l'erreur, il a le droit de se reprendre, fait que ce qui n'est pas toujours possible dans un emploi régulier. Fait que ça amène souvent des belles réussites pour ces jeunes-là qui, peut-être que si on leur avait fait sauter dans le marché du travail trop vite, auraient peut-être plus vécu des expériences plus négatives, mais là, qu'ils amènent à prendre en confiance en eux, puis à dire, OK, ouais, je pensais pas que j'avais ces capacités-là, mais ouais, OK. On est devant deux personnes d'expérience. Si je vous demandais, qu'est-ce qui a le plus changé depuis 12-13 ans là, dans votre travail, tu sais, au niveau justement, on parlait justement des jeunes aujourd'hui, les écrans, la personnalité change. Y a-t-il un point qui fait vraiment changement par rapport à il y a une dizaine d'années? Oui, bien, je vais commencer, puis tu compléteras, Guylaine. Moi, la première chose que je verrais, c'est vraiment, avant, on était beaucoup dans les techniques de recherche d'emploi. Faire un CV, pratiquer l'entrevue, fait tu sais, insertion sur le marché du travail. Mais maintenant, avec le contexte du marché du travail, puis les défis que les jeunes rencontrent, on est là-dedans, oui. Il y a certaines personnes qui cognent à la porte pour un CV, puis ils repartent, puis ils se placent en emploi, c'est super. Mais la plupart, c'est au niveau de le besoin recherché des jeunes, c'est le développement du savoir-être, les attitudes en emploi. Fait que quelles sont les attitudes que je peux avoir? La gestion du cellulaire sur les lieux de travail, d'avoir un sourire quand je suis au service client. Fait que c'est vraiment appeler comme... pour dire que je vais être absente ce matin. Quels sont les motifs valables de caller absent aussi le matin? Fait que moi, je dirais que le gros clash là, générationnel qu'on voit avec la nouvelle cohorte de jeunes qui entrent sur le marché du travail, c'est plutôt un défi, les outils de recherche d'emploi, mais vraiment comme développer son savoir-être en emploi. Okay. Puis de mon côté, ce que je vois aussi, anxiété, beaucoup. On le voit, est-ce que ça a un lien avec la COVID ou pas, mais il y a eu une certaine sécurité d'être dans sa bulle durant la période de la COVID. Là, maintenant, beaucoup de demandes d'un travail en télétravail. Oui. Mais souvent, pour travailler en télétravail, il faut avoir minimalement certains diplômes, parce que sans diplôme télétravail, il n'y en a pas tant que ça qui s'offrent. Mais la demande est très, très grande parce que c'est sécurisant pour eux de rester dans le confort chez eux. Fait qu'on travaille, puis derrière tout ça, souvent, c'est l'anxiété, là. Fait que beaucoup de travail que j'avais pas, là, quelques années, mais de travailler l'anxiété chez nos chercheurs d'emploi. Moi, je pense qu'en avis personnel, l'anxiété, c'est dû beaucoup aux réseaux sociaux. Parce que nos jeunes, ils passent des fois des heures. Puis même nous, hein, moi, des fois, je me fais prendre au jeu aussi. Là, on s'en va sur notre Facebook, puis là, finalement, tu vas plus loin, puis tu tapes sur Instagram, puis ça fait en sorte que tu vois la vie un peu de tous les gens, mais tu vois beaucoup la vie d'influenceurs, d'influenceuses, et puis là, tu penses que c'est ça la vie, mais c'est, tu sais,
en notre âge, on fait la différence, mais quand tu es jeune, tu vois pas cette différence-là, puis tu crées un stress, parce que ben, moi, je suis pas de même, j'ai pas ça, je vais pas au voyage, je fais pas ci. Fait que ça devient un stress indirectement pour ces jeunes-là. Puis ça, je pense que c'est très, très nuisible, là, et je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, mais c'est un vrai problème que je m'aperçois de plus en plus. Oui, c'est surtout un frein à la productivité. Ça compte dans le marché du travail, je présume, pour des employeurs, là, de savoir que son employé est à ce point tout à fait. sollicité par ses écrans. Oui, puis tu sais, les solutions pour venir à bout de ça vont être multiples. Ça passe par l'accompagnement individuel. D'ailleurs, Guylaine est vraiment super bien outillée à Warwick pour accompagner les jeunes qui vivent de l'anxiété. Mais ça passe par l'accompagnement individuel, mais aussi, comme je disais, réapprendre à vivre ensemble, réapprendre à mettre de l'eau dans notre vin, accepter les autres, faire preuve d'ouverture, puis aussi de vivre des nouvelles expériences. Fait que, tu sais, la fameuse zone... Parce que pour pouvoir accéder à la zone d'épanouissement, il faut passer par la zone de peur. Fait qu'il faut traverser cette bulle-là. Fait qu'il faut être capable d'activer son courage pour pouvoir, après ça, passer par-dessus l'anxiété. Vous avez parlé de vivre ensemble. À Warwick, on a une très grande communauté immigrante. Comment elle s'intègre, justement, dans la réalité terrain? Bien, nous, c'est ça. C'est une clientèle qu'on ne voyait pas il y a encore peut-être 2 ans. Et depuis 2 ans, là, ça vient frapper à notre porte assez régulièrement. Et souvent, leurs besoins, c'est soit qu'ils ont déjà un emploi, sont intégrés, sont rentrés, mais soit qu'ils ont justement pas de réseau. Fait qu'ils disent, c'est le fun, je rentre travailler, je retourne chez nous, mais entre les deux, il se passe jamais rien, je m'ennuie, je trouve ça difficile. Ou c'est le fait aussi des fois que la personne, oui, elle est ici, mais sa famille est encore dans le pays d'origine. Fait qu'ils souhaitent éventuellement aussi avoir de l'aide pour que le conjoint, la conjointe, les enfants puissent s'en venir et eux aussi travailler ici, là. Fait que c'est vraiment, je pense que le sentiment de solitude est quand même grand chez nos immigrants qui sont ici. Puis le fond, souvent, est un peu ça, là, le besoin de faire venir des gens ou de se créer un nouveau réseau là, en étant sur place. Bien, très intéressant. Merci beaucoup, mesdames, de nous avoir fait bénéficier de votre expertise. Merci, monsieur le député, de votre participation. À la maison, merci de votre intérêt. Je vous rappelle qu'en tout temps, vous pouvez joindre la dynamique équipe de Drummond Bois-Franc aux coordonnées qui figurent à l'écran. Au plaisir. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.